la première chose qu'un scientifique va dire, c'est que le matin, il aime se lever parce que ça l'amuse de faire ce qu'il fait. C'est quelque chose que j'ai toujours gardé à l'esprit. D'abord pour prendre du recul sur ma recherche, en général, mais aussi parce que, en fait, l'essence de ce qu'on fait quand on fait de la science, quand on essaie d'avoir la connaissance, c'est avoir du plaisir. C'est à faire des connaissances pour nous enrichir, nous, et enrichir potentiellement des gens après nous. Et comme je parlais de plaisir, c'est aussi de s'amuser avec. Et c'est peut-être une des pierres aussi qui m'a fait voir comment je pouvais rendre la science encore plus amusante, justement, en atteignant le but ultime qui est d'en faire un jeu, en fait. Comment on fait un jeu de sciences citoyennes sans briser l'immersion du joueur? Tu sais, on va pas dire au joueur, bon, là, t'arrêtes de tirer du gun, je veux que tu t'assoies ici puis que tu fasses un casse-tête, là. C'est parce que tu vas aider des bactéries dans l'intestin de quelqu'un. Borderlands is a mainstream shooter-looter. It's a super fast-paced game, and it's not obvious how you integrate an almost meditative activity, which is solving these scientific puzzles in a game like that. Je faisais des recherches sur la science participative quand j'ai entendu parler du projet, mais il n'y avait pas grand-chose qui ressemblait à ce qu'on allait faire. Let the blood sport begin! On sait qu'on avait déjà beaucoup de monde qui jouait. Comment s'assurer qu'on n'arrive pas à quelque chose que le monde dit « Mais pourquoi vous mettez ça dans le jeu, là? Ça marche pas. » Il ne fallait pas détonner, il ne fallait pas être contrasté non plus, il fallait juste que ça fitte dans le contexte. We were super excited to see what designers at the Quebec City studio of Gearbox were creating. But also we were excited because we knew that if we can show the game industry that this works in Borderlands, then it opens up other possibilities. Si on veut mieux comprendre l'humain, on est obligé de le comprendre dans sa globalité. Donc ça veut dire son génome, mais aussi tout ce qui vit avec lui. Parce qu'en fait, il se trouve que plus de la moitié des cellules qui nous composent sont d'origine microbienne. Ce qui caractérise le vivant, c'est que c'est un système multi-échelle. Il y a des grands animaux, il y a des tout petits. Il y a des tout petits qui sont si petits que c'est ce qu'on appelle des microbes, où il y a des bactéries, des virus, des champignons. Mais on ne peut pas résumer l'humain à juste un génome en dehors de tout contexte. Un humain, il vit dans son système et il interagit avec son système. Dans notre intestin, notre estomac, sur notre peau, dans nos oreilles, dans nos yeux, dans notre bouche, il y a plein de microbes. Et la plupart sont très bénéfiques. La plupart, on a besoin d'eux pour vivre. D'autres sont inoffensifs. Et de temps en temps, il y en a qui sont pathogènes. Mais arriver à comprendre, en fait, quelle est la diversité des microbes qui vivent sur et en dedans de nous est primordial parce qu'elle va nous permettre de mieux comprendre comment, on peut dire, l'écosystème humain évolue de la naissance à la mort. Donc, un des champs de la biologie les plus importants de nos jours, c'est de mieux comprendre cette diversité, de mieux la cartographier pour arriver à mieux l'étudier et éventuellement, après, en tirer des principes scientifiques et pratiques, à savoir quel est le lien, par exemple, entre le microbiome, donc ce qu'on mange, des microbes qui vivent en nous, et par exemple Alzheimer. Et donc, c'est des données essentielles qui vont faire avancer la science d'aujourd'hui et de demain. Mais si on peut digérer, c'est parce qu'on a certaines bactéries dans notre estomac qui nous permettent de casser des molécules, des aliments, pour mieux les digérer et mieux en extraire l'énergie. If you look at like the human genomic space, you're looking at one organism. You're looking at humans, and we've invested billions and billions and billions of dollars, studying humans, and we have some idea of what's going on with humans and whatnot.
In this space, we're trying to understand millions of organisms, and each organism is complex. Alors, ce qu'on fait pour mieux comprendre les microbes, c'est qu'on ne va pas prendre un échantillon et prendre des photos pour essayer de les compter un par un. Ce ne serait pas très réaliste. Et l'approche qu'on utilise plutôt est basée sur le séquençage. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, on va collecter de la salive, des échantillons de peau, mais aussi éventuellement des échantillons de sel. Pourquoi les sels? Parce que en fait, c'est ce qui passe par nos intestins, et c'est là que vivent en fait tous les microbes qui nous intéressent, qui caractérisent ce qui vit en nous. Je disais qu'on ne pouvait pas compter les microbes, mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de les compter par leur ADN, et en regardant une partie particulière de leur génome, qui est une molécule qu'on trouve dans tous les organismes vivants. Ce ribosome est quelque chose qui est présent chez les humains, chez les bactéries, et donc en particulier chez tous les microbes. Donc c'est une sorte de référence, une sorte de borne qu'on peut utiliser pour cartographier, pour comprendre la diversité de ces microbes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les exemples de séquençage, on va collecter toutes les séquences, et on va d'abord les traiter avec des algorithmes informatiques pour commencer à les regrouper. Maintenant, de quoi on se rend compte quand on étudie le microbiome? C'est qu'il y a des millions de séquences. Et que le problème de cartographier, en fait, ce que j'essaie d'aligner en fait, ces microbes entre eux, mieux comprendre leur diversité, appartient au problème informatique que l'on classe comme très difficile. Le problème de l'élément de séquence, c'est un problème pour lequel on ne connaît pas de vérité absolue qu'on pourrait entraîner une intelligence artificielle à reproduire. Donc, on s'est dit, on va utiliser l'instinct humain et essayer d'aligner en fonction de ce que les humains pensent. Quelle est la meilleure machine qu'on a pour reconnaître des formes visuelles? C'est le cerveau humain. Philo n'était pas sur le microbiome, mais c'est la même idée. C'était sur des gènes plutôt de mammifères. En un sens qu'on a des processus de séquençage, des séquences ACGT. Mais éventuellement, on peut en faire ce qu'on veut. On peut dire qu'un A, ça va être un carré, un C, ça va être un triangle. Et du coup, ça nous permet de commencer à jouer avec les conceptions de jeux et adapter et créer des nouveaux jeux qui, a priori, ne sont pas scientifiques, mais qui le sont parce que les données qu'on utilise pour les faire proviennent de problèmes scientifiques. Mais éventuellement, on peut jouer le jeu sans savoir qu'il s'agit d'un problème scientifique, comme on joue un Tetris. Ce que Philo montre, c'est un alignement avec une phylogénie, c'est-à-dire la proximité de l'ancêtre commun. Donc, on sait par exemple que l'humain est assez proche du chimpanzé et très loin de la pieuvre. Ce qu'on essaie de faire, c'est la même chose avec le microbiome, c'est d'essayer de voir quelles séquences appartiennent à des espèces qui sont cousines et des espèces qui sont distantes. C'est vraiment là que les humains contribuent parce que c'est un problème pour lequel on n'a pas assez d'informations pour le résoudre avec les algorithmes qu'on connaît. L'idée majeure de Philo, quand on l'a lancée en 2010, était de se dire est-ce qu'on peut faire d'une tâche scientifique un vrai jeu? Parce que l'idée principale, c'est d'abord que ça doit être amusant. Mais malgré tout, la participation n'était pas suffisante pour traiter les données de microbiome. Parce que là, on parle de millions de séquences. Et quand on parle de millions de séquences, il fallait des millions de joueurs. We thought that why don't we go to the people who are masters of engagement, game designers and game developers, and ask them to create the experience for players and give access to their huge player bases. Often we're talking about millions or tens of millions of players. C'était quoi la science citoyenne? Pas en tout. Non. En surface, c'est simple. Dès qu'on voit visuellement à quoi ça peut ressembler, on fait de l'alignement de séquences d'ADN. Puis là, maintenant, on se disait comment est-ce qu'on va apporter ça dans l'univers de Borderlands.
Dans le jeu Borderlands, c'est un jeu où il y a beaucoup d'action. Donc, le joueur s'attend à avoir action-repos, action-repos, mais on peut pas avoir 45 minutes de puzzle entre les deux. Tu sais, quand un jeu de tir à la première personne, c'est vraiment rapide. Là. Tu cours, tu tires, tu cours, tu tires, tu ramasses, tu cours. T'sais. On part d'un public jeune qui veut de l'adrénaline, qui veut de l'action, à « ben on a un puzzle ». Fait Puis là, on se disait, qui va vouloir s'arrêter pour faire un casse-tête, tu sais? même si on avait l'inspiration originale, il fallait faire beaucoup de modifications pour adapter ça à ce rythme-là. There is a hard limit in the design of these mini games, is that you cannot break immersion. So you have to find research topics which fits the game, which fits the game lore, the aesthetics, and so on. Faut que ce soit le fun. Dans n'importe quoi, si souvent tu dois prendre ton livre d'utilisation pour en naviguer quelque part, là, en partant, je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es développeur, tu es un expert en jeu. Tu n'es pas un expert en sciences. Quand tu fais juste le jeu, ça va être plus cool, on va faire ça de même, on va développer ça d'une manière X, on va le faire tester, les gens aiment plus telle couleur ou tel mouvement ou peu importe. Dans le cas d'un jeu de sciences citoyennes, à chaque fois qu'on propose un gameplay ou quelque chose de différent, bien là, il faut avoir un scientifique avec qui on travaille. Là, finalement, on ne veut plus le faire horizontal, le jeu, on veut le faire vertical. Ça marche-tu? Il fallait que nos puzzles puissent se compléter en dedans de 30 secondes, notamment. Même au niveau de la complexité des puzzles, il fallait que ça soit beaucoup plus facile. Fait quelle taille de puzzle on peut faire, à quel niveau de difficulté, pour que ça soit toujours en bas de 2 minutes? Ou en tout cas très, très court. On voulait comprendre l'essence du problème qu'il essayait de solutionner pour qu'ensuite on puisse prendre ces problèmes-là puis qu'on propose des solutions en conception de jeu. Le challenge, c'était aussi que Borderlands Science a une identité unique, mais que ça fit aussi dans l'univers de Borderlands. Comment s'assurer que dans le jeu, que tout le monde puisse avoir accès à ce jeu-là? Une des solutions qui est arrivée, c'est de pouvoir... on a un vaisseau qui s'appelle Sanctuary 3 dans Borderlands, qui est comme le hub. C'est une place où tu vas te pratiquer, changer tes armes. Fait qu'il y a aussi dans ce bateau, dans le vaisseau, il y a aussi un laboratoire. Alors, l'idée de placer quelque chose dans le laboratoire, ça, c'était une des premières idées. Et après ça, on a pensé à, vu qu'on était très inspiré des années 80 des jeux vidéo, c'est de créer un arcade. C'est beaucoup inspiré de tout ce qui était 8 bits graphique, les anciennes arcades. Là, on a vraiment commencé à partir de cette grille graphique-là, à créer des différents types d'animations, différentes interactions. Est-ce que c'est un jeu qui est accessible à tout le monde? Est-ce que si jamais je suis daltonien, est-ce que je peux quand même jouer aussi? Eux, ils se sont inspirés de Philo. Et nous, notre application, c'était de parler avec eux régulièrement pour s'assurer justement que cette idée-là, ou leurs idées en général, fonctionnaient avec nous, ce qu'il nous fallait extraire des solutions des joueurs pour réussir à progresser au niveau de la science. Donc, c'est un petit peu un échange continu qui s'est fait avec leur expertise en jeux vidéo, parce qu'évidemment, ils sont excellents là-dedans, et notre contribution au niveau de ce qu'il faut que le jeu fasse faire aux joueurs. On a aussi fait des skins que tu peux habiller ton personnage, encore inspiré de la direction artistique du jeu. Alors, ça fait tout un ensemble au complet qui part, dans le fond, de jouer au jeu, mais aussi d'avoir une récompense que tu peux t'habiller. Puis, en tant que joueur de Borderlands, tu peux avoir des choses qui sont uniquement liées à l'univers de Borderlands Science. Au début, moi, je voulais comme le camoufler le plus possible. On présente ça de manière ludique, on l'inclut à l'intérieur de Borderlands. On gardait l'aspect scientifique vraiment au minimum. On a fait donc des tests utilisateurs, juste pour valider nos assumptions puis tout ça. Puis le feedback qui sortait avec consistance, c'était « Hey, mais c'est vraiment cool qu'on ait de la science. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler? » Fait qu'on a remis ça en avant-plan, on a un peu changé comment on présentait l'information. Là, maintenant, c'est très clair. Quand on lance le jeu, il y a un beau vidéo qui explique tout. The game is simple. You'll be confronted with different strands of DNA, each made up of individual tiles. It's your job to place as many of these tiles as possible in their appropriate row while matching the colors. T'sais, une personne peut comprendre un problème très, très, très complexe, avec beaucoup de ramifications. Mais nous, on est plus allé, on a un gros problème, mais on va faire des petites bouchées. Chaque personne va manger une petite bouchée.
On ne va pas donner les 1 million de séquences à un joueur. Ça serait dément. C'est qu'une fraction de l'aliment qu'on va faire. En gros, on peut s'imaginer toutes nos séquences à l'origine comme simplement un très grand casse-tête. Et mettons, quand on fait un casse-tête de 10 000 pièces chez soi, une façon de le faire, c'est de le faire morceau par morceau. On peut faire les coins, ensuite on trouve des morceaux qui vont ensemble, on fait ça ensemble, et ensuite on recolle les morceaux qu'on a préassemblés. Et c'est exactement ce qu'on fait. Et le travail derrière pour nous, c'est de réassembler ça dans un grand puzzle. The day that we released this feature in Borderlands, we collected 5 times more data than during the 10 years that Philo was running on the website. And that shows how powerful this setup is. On a commencé à cibler des régions qui sont plus difficiles à résoudre, peut-être parce que les séquences sont plus différentes à ces endroits-là. On a aussi expérimenté différentes méthodes pour générer les puzzles, spécifiquement pour mieux comprendre comment les joueurs jouent au jeu. Parce que ça, c'est une autre partie importante du projet, c'est d'essayer de voir ou de saisir qu'est-ce que c'est qui permet aux humains de résoudre ce problème-là mieux que les algorithmes qu'on connaît. Maintenant, on a les premières versions de cet algorithme, les résultats sont encourageants, on n'a pas de données quantitatives encore parce que c'est un long processus qui prend en général, on va dire, des années parce qu'il n'y a pas de réponse précise. En général, c'est plus une accumulation d'évidence que les solutions sont meilleures. What we do within Microzetta is cross-sectional. We're not in a position to necessarily say, like, this is the answer. If you do this with your diet, your microbiome will change or whatever. We're purely observing what's going on. That said, within the microbiome space, there are a lot of studies that are oriented towards the relationship, elucidating the relationship between microbes and Alzheimer's, or microbes and Parkinson's. There's some absolutely phenomenal work with microbes and cancer. The way I like to think about it is, looking at the nucleic acid gives us an idea of who's there and their potential for what they might be doing, but there's still a long ways to go because there's a lot there. Ultimement, ce qu'on fait avec les données du microbiome, même si c'est des termes du jargon complexe, il y a des systèmes complexes, c'est vraiment de répondre à des questions qui peuvent être aussi simples que est-ce que ce que je mange le matin est bon pour moi ou non? Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir pour moi en particulier, basées sur mon microbiome, pour être sûr ou pouvoir améliorer mes chances de mieux vieillir ou c'est des questions très pratiques dans la vie des gens. Je pose toujours la question à mes collègues. Avez-vous des questions? C'est une question de finir sur une note légère. C'était quoi ton skin préféré? Qu'est-ce que tu fais gagner? Ben, je vais dire que c'est le skin avec le casque de football parce que c'était mon idée. Écoute, c'est une des très rares suggestions artistiques que j'ai faites qui a passé, mais c'était le fun. Fait que, on va dire celle-là. Cool! Avec ce concept-là, on pourrait l'avoir dans un autre jeu. Différents trucs, le téléphone. La formule de Borderlands Science, quelque chose qui pourrait marcher sur différentes plateformes. Je pense qu'on vient d'ouvrir une porte. Il y a de la place dans presque tous les jeux à grand public pour des mini-jeux comme ça qui font avancer la science. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas exister ailleurs. Whether you like it or not, games are here and games are big, games are huge, and every sign tells us that they're going to be even bigger. Now, if we accept that, then it's a big question what we're going to do with it. But I think in the present and in the near future, this is going to be even more and more important of how we convert this energy, this time, all this brain power that goes into playing games into something that is relevant in real life as well. Ce qui me passionne aussi dans tout ce processus, c'est le phénomène de communication de la science. Parce que c'est pas tout de produire des résultats, il faut aussi les expliquer pour que le public puisse les approprier et se rendre compte que si les scientifiques font ça, c'est pour le bien commun. Et comme je disais, la meilleure façon de se faire avancer les savoirs communs, c'est de les faire participer et de les engager dans le processus de découverte.